Bonjour Laurent, Bonjour Ismail. je suis très content de t'accueillir dans nos locaux aujourd'hui Ben, et je voulais vraiment te remercier déjà d'être venu. merci à toi pour l'invitation. Alors pour ceux qui suivent la page Hub Advisor, on met un petit peu de contexte. On a pour habitude d'inviter des leaders du digital et de l'IT depuis maintenant un certain nombre d'années. J'ai eu le plaisir de rencontrer Laurent fin d'année 2024 et comme aujourd'hui on est dans une époque où il y a énormément de changements, on le voit avec l'actualité, et qu'il faut toujours s'adapter. Je voulais parler avec un professionnel qui justement a connu ces changements dans des grandes entreprises françaises pour qu'il nous partage son point de vue sur comment d'abord la DSI devait s'adapter à ces changements qui sont aujourd'hui assez perpétuels et comment plus précisément la fonction d'enterprise architecte devait elle aussi faire face à ces changements et les accompagner. Et c'est pour toutes ces raisons que j'ai pensé à toi et on est très honoré de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Merci, mais je suis ravi de pouvoir échanger sur ces sujets qui sont passionnants et qui sont au cœur de mes préoccupations. Eh bien, parfait. Je vais te laisser d'abord te présenter, s'il te plaît. Bien, donc bonjour à toutes et tous. Je suis Laurent Boutal. Je suis actuellement Chief Architect, Chief Enterprise Architect au sein du groupe RATP. C'est une fonction qui est relativement nouvelle. Ça fait 2 ans et demi que cette fonction a été créée. Donc moi, j'ai rejoint le groupe à ce moment-là pour créer cette fonction et donc créer l'équipe pour promouvoir l'architecture entreprise au sein du groupe. Auparavant, j'ai une expérience d'architecte d'entreprise. Je suis resté plus de 17 ans au sein du groupe BNP Paribas, dans différentes filiales du groupe, à la fois en centrale, à la DSI et dans des filiales, où D'accord. j'ai eu l'occasion de voir pas mal de fonctions différentes, toujours autour de l'architecture d'entreprise. Ok. Écoute, très clair. On voit que tu as évolué dans des grands groupes. On va démarrer tranquillement. Comme je l'ai dit en introduction, change is the constant. Et ce que j'aimerais faire avec toi, c'est un petit saut dans l'histoire, qu'on puisse étayer nos propos et parler premièrement de BNP Paribas. Donc, est-ce que toi, tu peux nous dire, à ton époque, les grandes mutations qu'a connues la banque, les grandes transformations que vous avez dû affronter, d'un point de vue d'abord vraiment business, pour qu'on comprenne à quel rythme et à quelle intensité une grande organisation, même comme BNP Paribas, doit évoluer. Mm. Alors, déjà, avant toute chose, je dis toujours, l'IT ne change pas pour soi. L'IT change toujours pour le métier. Donc, effectivement, comme tu le dis, ce qui est important, c'est de recentrer sur le besoin métier et pourquoi, effectivement, l'entreprise a changé. Pour BNP Paribas, si je devais résumer très rapidement, bien évidemment, ce n'est pas les seules choses qui ont provoqué ce changement, mais il y a eu une grosse réglementation, un gros changement réglementaire, BCBS 239 et RGPD, pour ne citer que, qui ont provoqué un changement structurel de l'organisation de la banque. La banque a été obligée d'être beaucoup plus régulée qu'elle était auparavant. Les organismes financiers ont toujours été par nature très régulés. Là, la régulation a pris, on va dire, une ampleur encore plus importante. Je comprends. Donc là, on parle forcément, après la crise des subprimes, il y a eu des prérequis réglementaires qui ont complètement piloté les banques, hein. Alors, C'est à ce moment-là? oui, ça a été à ce moment-là, mais en fait, le changement réglementaire des banques avait été initié avant. D'accord. Les subprimes, bien évidemment, ont été un accélérateur et ont renforcé, on va dire, tout l'aspect réglementaire. Mais le changement réglementaire des organismes financiers avait été initié auparavant. On avait BAL, on avait le BAL et BAL 2 Ouais. avaient été des réglementations qui étaient apparues avant les subprimes. Écoute, très clair pour moi. Et donc là, l'incidence d'un point de vue IT, concrètement, moi, réglementation, je pense data, je pense plein de sujets. Est-ce que toi, tu peux nous dire qu'est-ce que ça a changé et quels étaient. Est-ce que vous avez eu un peu de pression de la part du business justement pour faire face à ça? Alors oui, bien évidemment, énormément de pression, mais de la pression, comme je dis, de la pression positive. Positive, De d'accord. la pression positive parce que de la pression pour changer. Ok. Et le changement, en tout cas, c'est mon avis, c'est dans l'ADN de tout architecte et de tout informaticien. Donc ça a été une pression très positive. La grosse pression qu'il y a eu, si je devais la résumer très rapidement, ça a été connaître ces données, maîtriser ces données. Ok.
c'est vraiment ce qu'ont apporté, encore une fois, les réglementations BAL, puis BCBS 239 et RGPD. Connaître sa donnée, maîtriser sa donnée pour pouvoir en tirer une valorisation. Mais avant de tirer une valorisation, les connaître et les maîtriser. Ok. Donc un énorme enjeu sur les données qui a fait que tu as développé ton expertise et ton expérience. Et là, on va parler de l'actualité et on va parler de la RATP. Est-ce que tu peux nous dire déjà, et c'est intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup en fait, dans notre audience de personnes qui sont à des postes à responsabilité et d'autres qui veulent accéder à ces postes à forte responsabilité. Donc on le répète, tu es Chief Enterprise Architect de la RATP, un fleuron, on va dire, français. Euh, comment ça se passe et pourquoi ils viennent te chercher? Parce que j'imagine qu'il y avait deux, trois autres candidats en face, mais voilà, qu'est-ce qui fait que tu attires leur attention? Comment ça se fait, on va dire concrètement? Alors, déjà, pour revenir sur le contexte, tu as dit RATP, fleuron français, je dirais fleuron mondial. Ah oui, RATP est un acteur du transport public mondial. ok, RATP n'est pas, bien évidemment, est connu surtout par tous les franciliens, bien sûr. par les On a transports. tendance à l'oublier, tu fais bien de revenir dessus. Mais RATP est présent maintenant depuis plus de dizaines d'années dans le monde à travers ses filiales et principalement RATP Dev qui produit, qui fait l'opération des transports dans tout un tas de parties du monde. Pour répondre encore une fois assez rapidement et simplement à ta question, pourquoi ce besoin d'un architecte d'entreprise et pourquoi et j'étais le bon candidat, je répondais principalement à la première question, parce que l'entreprise va changer. Ok, Et RATP, même s'il y avait effectivement les filiales qui s'étaient ouvertes à l'entreprise, était comme une entreprise épique avec un monopole sur le domaine des transports et de tout ce qui est gestion d'infrastructure. Chose qu'on oublie jamais, qu'on oublie souvent parce que les usagers voient les transports. Mais RATP est opérateur de transport, métro, RER, tram, bus, mais est aussi gestionnaire d'infrastructure. L'infrastructure ferroviaire, la maintenance des trains, la maintenance des bus, la sécurité, tout un tas de fonctions qui sont des fonctions régaliennes. Ouverture à la concurrence des opérations de transport, directive européenne, qui oblige donc les opérateurs de transport à s'ouvrir à la concurrence. Donc le monopole de la RATP est remis en cause dans le temps. Donc, il y a un besoin de passer d'une entreprise qui avait un marché captif à une entreprise qui va être capable de s'adapter à un marché qui va être ouvert et à des acteurs externes qui vont venir nous challenger. je comprends. Et toi, tu fais le lien entre le changement que connaît RATP, son obligation de se transformer, et le fait, et c'est intéressant que tu puisses le partager, je pense qu'il n'y a rien de confidentiel, le fait que RATP, à un moment donné, mise aussi sur l'architecture d'entreprise en venant te chercher. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer, voilà, que c'est pas, on va dire, forcément évident, mais le lien que tu vois entre changement et enterprise architecture? Alors, en plus de mes activités d'architecte d'entreprise, je suis aussi enseignant-chercheur à l'UCNAM, à l'école d'ingénieurs du CNAM. Et ce que je dis très souvent aux étudiants qui découvrent ce métier d'architecte d'entreprise, je leur dis en fait, l'architecte d'entreprise, il a en gros 3 objectifs: la cohérence, l'adaptabilité et la pérennité du système d'information. La cohérence et la pérennité, il y a plein de fonctions qui sont capables de faire un système d'information de qualité qui réponde aux besoins du métier et qui sera resté dans le temps. Par contre, l'adaptabilité, la modularité, il n'y a que les architectes qui vont avoir cette vision-là. C'est-à-dire, sans architecte, on ne va pas se poser la question du temps. Que sera mon système d'information dans 10, 15, 20 ans? Et surtout, comment est-ce que ce système d'information va s'intégrer avec le système d'information global? Ce sont les architectes qui ont ce besoin-là. Donc, je dirais, tant qu'on n'a pas ce besoin de modularité, d'adaptabilité de notre système d'information et d'entreprise, on n'a pas forcément besoin d'avoir un architecte d'entreprise. Par contre, dès qu'on a ce besoin-là, on a besoin d'avoir une structure qui s'occupe de l'architecture d'entreprise. Ah, c'est hyper intéressant. Je prends le contre-pied, hein, je fais l'avocat du diable. Euh, Moi, je suis patron d'une société et mon business, il est ultra prévisible. Je sais exactement ce que je vais faire dans les 3 prochaines années. Je connais mes fournisseurs aussi. Donc, ma chaîne d'approvisionnement, elle aussi, elle est flexible. Dans ce cadre-là, ce qui est le cas de quasiment plus aucun business, hein, on est d'accord.
dans ce cadre-là, et je suis pas du tout en plus sujet à la réglementation. C'est-à-dire que ça soit tel ou tel gouvernement, telle ou telle législation. Bon, dans ce cadre-là, j'ai pas forcément besoin d'architecture d'entreprise parce que voilà, c'est un système d'information qui est pérenne, c'est stable, voilà, c'est anticipable. C'est ce que je comprends. Là, je prends le contre-pied exprès. Après, on ira sur le deuxième cas de figure. Si ce monde-là existait, en effet, on n'aurait pas besoin d'architecte Ok. d'entreprise. Si ce n'est que, alors j'aime bien rappeler une chose, le slogan de BNP Paribas, qu'on retrouvait systématiquement, c'est la banque d'un monde qui change. C'est pas la banque qui change, c'est le monde qui change. Et j'aime bien prendre un autre exemple. Je suis fan de science-fiction. Ok. Il n'y a pas un seul auteur de science-fiction qui a été capable de mettre en avant les changements qu'il y a dans le monde aujourd'hui. Alors bien évidemment, on me cite souvent, on me cite des auteurs qui ont été capables, on me cite P. K. Dick qui, dans tout ce qu'il a prédit, a eu quelques prévisions qui se sont avérées. Mais la plupart de ces prévisions ne se sont pas du tout avérées. Et donc le monde dans lequel on vit est totalement imprévisible. Et donc je dis souvent, je ne sais pas à quoi ressemblera le monde de demain, je sais qu'il ne ressemblera pas au monde d'aujourd'hui. Je vais prendre 2 exemples pour l'illustrer. Le téléphone portable. Personne n'avait envisagé qu'une simple infrastructure qui permette de téléphoner changerait nos usages et changerait notre façon de vivre. Aujourd'hui, plus un seul parent envisage d'envoyer des lycéens ou des collégiens à l'école sans un téléphone portable. Et le second, beaucoup plus proche de nous, l'IA. Aujourd'hui, nous sommes plusieurs à se demander comment est-ce qu'on ferait sans IA. Il y a 2 ans, on gressant. Donc, le monde change, c'est une bonne chose. Donc, le cas que tu évoques, effectivement, ne mérite pas un architecte d'entreprise, mais je pense que ce cas-là n'existe pas. D'accord. Écoute, je peux que abonder, parce que si on regarde dans les 5 dernières années, on a eu la crise du Covid, on a eu une nouvelle élection en France, on a eu la guerre en Ukraine. Qui aurait pu penser qu'on aurait avoir une guerre sur le territoire européen? On a l'arrivée de Trump, avec maintenant on voit avec une guerre commerciale qui est déclarée. Trump et les États-Unis qui prennent leur distance par rapport à l'Europe. Et d'un point de vue économique, on le voit forcément avec des industriels qui doivent s'adapter, qui doivent repenser leur chaîne d'approvisionnement, etc. Donc aujourd'hui, effectivement, je pense qu'il n'y a pas de patron, si on est cohérent, qui peut dire dans les 3 ans, mon business il va évoluer de cette façon-là, ça va se passer de manière extrêmement simple. On n'a pas parlé du régulateur, mais voilà, là, tu as parlé de la banque, mais dans l'automobile, le régulateur aussi, il a imposé l'électrique, il a imposé un certain nombre de choses et les industriels doivent s'adapter. Donc, je vais dire aujourd'hui, pour les business, il n'y a plus le choix. Je vais encore faire l'avocat du diable, mais cette fois-ci d'un autre point de vue. Donc, ok, on comprend, le monde est de plus en plus imprévisible, le changement, c'est une constance, on comprend bien l'idée, et il y a ce lien qui est fait avec architecture d'entreprise, et toi, tu parles de l'adaptabilité du système d'information, etc., etc. Là, si on parle vraiment du métier d'enterprise architecte, ok, donc le business change, on a besoin d'agilité, etc. Aux yeux de certains, je ne dis pas que c'est mes yeux à moi, il n'y a pas forcément cette corrélation entre architecte d'entreprise et agilité. Et même dans les méthodes agiles, à un moment donné, même l'architecte, il était même exclu potentiellement de ça. Est-ce qu'on peut parler de potentiellement l'architecte, tu vois, des années 2000-2010, qui aujourd'hui n'a plus trop le vent en poupe? Est-ce qu'on peut potentiellement le décrire et expliquer, en plongeant dans la modernité, l'architecte de 2025, selon toi, à quoi il ressemble? Alors, c'est vrai que, en plus, tu emploies le terme architecte, et c'est vrai que l'architecte, je dis souvent, c'est un mot valise, parce qu'il y a beaucoup de types d'architectes différents. Aujourd'hui, si on regarde dans le marché de l'emploi, on retrouve des architectes d'entreprise, on retrouve des architectes fonctionnels, des architectes solutions, applicatifs, techniques, infrastructures, sécurité, data, et il y en a plein d'autres que j'oublie. Donc, les architectes, effectivement, il y a plusieurs types d'architecture. Et c'est vrai que si je me centre sur l'architecture d'entreprise, qui est mon cœur d'activité, le métier a profondément changé. Et tu parlais de l'agilité, et c'est vrai que j'ai connu le déploiement de l'agilité au sein de BNP Paribas. Une des premières questions qui s'est posée, c'est mais est-ce que l'architecture s'est bien adaptée? Si on veut rapidement sortir un produit très rapide, est-ce qu'il est bien utile, effectivement,
d'avoir un architecte. Alors, je réponds souvent à une question quand on me dit, mais est-ce qu'on a besoin d'un architecte pour faire du projet? Je dis, tout dépend. Si vous voulez rapidement faire sortir une maison de terre, si votre seul objectif, c'est la vitesse, posez tout de suite une pierre par terre. Posez une pierre par terre, faire devenir un maçon qui est compétent, qui fait sortir une pierre. Prenez pas le temps de prendre un architecte. L'architecte, non seulement va vous prendre du temps, parce qu'il va faire des plans, il va faire tout un tas de choses improductives, et puis il va vous prendre de l'argent, parce que ça coûte de l'argent en plus. Donc du temps et de l'argent. Par contre, si vous voulez faire une maison qui va tenir dans le temps, qui va être pérenne, là, dans ce cas-là, vous avez besoin de prendre le temps avant de vous lancer. Et ça fonctionne quel que soit le type de delivery de votre projet. Parce qu'en fait, l'agilité, c'est ni plus ni moins qu'une delivery du projet. Donc plutôt que de dire est-ce que l'architecture est adaptée à l'agile, je préfère dire est-ce que le type de projet qu'on veut sortir nécessite un architecte ou pas. Et en fait, et je sais que c'est pas ce qu'on trouve dans la théorie, on n'a pas besoin d'un architecte pour tout. Encore une fois, si on a besoin de sortir un produit très rapidement qui ne sera pas pérenne dans le temps et qui ne s'adaptera jamais, comme le cas que tu prenais tout à l'heure, il y en a quelques-uns, on n'a pas besoin d'architecte. Dans ce cas-là, il faut rapidement y aller. Par contre, si on a besoin d'avoir un produit qui soit pérenne dans le temps, qui soit adaptable, et surtout qui soit adaptable, là, on a besoin d'un architecte, quel que soit son type de delivery, que ce soit en cycle en V ou en agile. Hyper intéressant. Non, mais je vois bien le sens. Toi, tu te positionnes comme étant quelqu'un qui va supporter vraiment le métier comme un enabler plutôt que comme quelqu'un qui va contrôler, en fait. Et en fait, et ce qui est intéressant, c'est que t'as pas vocation et tes équipes n'ont pas vocation, ce que je comprends, à être potentiellement sur tous les projets. Il Non. faut d'abord arbitrer qu'est-ce qu'on veut, quelle est la demande du business, pour avant potentiellement se positionner. Ouais, tout à fait, tout à fait. Y a-t-il réellement besoin d'un architecte? Là où effectivement c'est compliqué, et je dis ça, c'est pas une question de ressources. Souvent on me dit, oui, de toute façon les tailles des équipes sont limitées. Mais je dis, mais même si j'avais un chèque en blanc et que je pouvais avoir des équipes Ouais. extensibles, ça ne serait pas efficace d'avoir un architecte sur chacun des projets. Parce qu'il y a des projets effectivement qui ne nécessitent pas d'avoir effectivement cette vision, encore une fois, long terme, parce qu'on a quand même tout un tas de projets qui arrivent en entreprise qui ont une durée de vie très limitée et qui sont là, comme tu le disais tout à l'heure dans ton cas théorique, qui sont là juste pour emporter des parts de marché. Et là, effectivement, si on veut juste un enabler pour emporter une part de marché, on a besoin d'un petit produit solution rapide. Et là, dans ce cas-là, pas de besoin d'architecture. Après, il faut juste s'assurer que la solution qu'on met en place n'est pas risquée, n'est pas dangereuse. Voilà. Mais ça, à la rigueur, c'est pas vraiment de l'architecture d'entreprise. Ok. Donc c'est ça. Et pour répondre à ton point, c'est même si on voit beaucoup les architectes dans des instances de contrôle, parce que c'est là où c'est le plus facile pour eux d'intervenir, l'architecte n'est pas un contrôleur. L'architecte est un enabler. Merci beaucoup pour cette précision, ça fait complètement sens. On va, comme tu le vois dans l'échange, on va un peu au rythme des questions. Si on reprend un peu de hauteur et qu'on repart sur cette question de à quel moment une entreprise doit muscler sa fonction enterprise architecture, est-ce que tu peux potentiellement nous décrire le monde d'avant, sans parler de trahir des choses qui seraient trop confidentielles ou quoi que ce soit, hein, mais peut-être parler du fonctionnement des directions des systèmes d'information avant la mise en place d'une practice enterprise architecture, comment certaines DSI, de ce que tu as pu voir, opéraient ou continuent d'opérer, et qu'est-ce qu'on doit changer. Et après, je te poserai la question après le comment, mais d'abord le pourquoi. Sur le pourquoi, j'aime bien raconter l'histoire de l'informatique, en toute modestie, parce que j'ai quelques cheveux blancs, donc j'ai connu ça il y a très longtemps, et moi j'ai connu ce que j'appelle l'âge d'or de l'informatique. L'âge d'or de l'informatique, c'est le silo métier. Le silo métier, c'est l'informaticien quasiment qui maîtrise tout de bout en bout, de la partie métier jusqu'à la partie infrastructure, et qui est là pour répondre le plus efficacement possible aux besoins du métier, uniquement. Donc, il n'a pour objectif que de dire, OK, quel est le besoin du métier, et je vais vous donner la solution
qui va être totalement adapté à votre besoin. C'est un artisan. C'est du C'est un- sur-mesure. C'est un artisan, c'est du sur-mesure. Tout à fait. Ok. C'est l'artisanat, c'est le sur-mesure. Pourquoi je dis c'est l'âge d'or? Parce que c'est une solution qui est très confortable pour le métier. Il y a une solution sur mesure, donc totalement adaptée à son besoin. Et c'est très confortable aussi pour l'informaticien, qui bien évidemment peut utiliser les technologies qu'il veut, peut faire du super spécifique et peut faire de la dentelle. Et quand on a une formation informatique, c'est quelque chose qui est assez plaisant. C'est valorisant. C'est valorisant, c'est très valorisant. Et je dis souvent, quand on est dans ce silo métier, en fait, dans l'organisation de l'entreprise d'une manière globale, il y a une seule personne qui est gênée. C'est le directeur financier. Pourquoi? Parce que le directeur financier voit ses coûts IT augmenter de façon exponentielle. Pourquoi? Parce que maintenir une application, c'est un coût de 1. Maintenir 2 applications, ça n'a pas un coût de 2, c'est un coût de 3. Pourquoi? Parce qu'il faut maintenir les 2 applications plus l'interaction entre les applications. Donc plus on va avoir d'applications et de technologies différentes, plus la complexité va s'agrandir et plus notre IT va être compliqué à maintenir. Donc, on sort de ce système Paradigme, etc. voilà, en commençant à dire on va maîtriser les technologies. On va arrêter de déployer toutes les technologies utilisables. On va restreindre le niveau de technologie qu'on utilise. On va commencer en disant, par exemple, on va arrêter d'aller sur Internet avec n'importe quel browser. On va utiliser 1 ou 2 browsers du marché parce que avec 2 browsers, on couvre 90% des besoins. Donc, on va commencer à faire rentrer dans notre système d'information des personnes qui, d'une, vont commencer à tenir des catalogues de standards technologiques, et puis quelqu'un qui va les contrôler, les maîtriser, ou du moins les guider, qui va dire au métier, bon, votre besoin, pour y répondre, voilà le type de technologie qu'on va mettre en face. Et donc, la posture de l'architecte, de l'informaticien commence à être légèrement différente, commence à être un petit peu plus contrôlée, un petit peu plus limitée. Mais les coûts commencent à être réduits. Pourquoi? Parce qu'on a moins de technologie. Une fois qu'on est arrivé à ce niveau-là, on a commencé à progresser, on va dire, dans la déindustrialisation, mais on continue à être un petit peu un pour un. On est très bijectif dans la production. Et puis, on commence à se poser la question, à se dire, mais en fait, dans mon système d'information, j'ai tout un tas d'applications qui se parlent très peu entre elles. Elles ont leurs propres données. Et c'est pareil, j'ai vécu ce temps-là, c'est très confortable. Avoir l'intégralité des données dont on a besoin pour une application, ça permet que cette application soit autonome, ne dépende pas d'autres applications. Je n'ai pas besoin de savoir si l'application à côté fonctionne ou pas, la mienne fonctionnera quoi qu'il arrive. Problème de ça, c'est qu'on a des duplications de données. Duplication de données veut dire incohérence. Dès qu'on duplique quelque chose, on crée une incohérence. Il est illusoire de penser qu'on va pouvoir mettre du contrôle, des moyens de pression qui permettront de réduire. On arrivera à réduire l'incohérence, mais il y aura toujours une incohérence à partir du moment où il y a de la duplication. Donc, pour réduire l'incohérence, pour réduire la complexité, on va mettre en place des partages de données. Je n'utilise pas le terme référentiel parce que c'est pas le terme que je préfère le plus, parce que c'est un pattern d'architecture qui est quand même assez ancien maintenant et qui n'est pas celui qui est le plus efficace pour le partage de la donnée. Mais en tout cas, on a besoin d'avoir un endroit où on a un partage de la donnée qui permet de réduire son incohérence. Et là, on commence à avoir des applications qui sont plus totalement autonomes, qui ont besoin d'aller chercher leurs données dans d'autres actifs du système d'information. Donc, le métier d'informaticien commence à être un petit peu plus compliqué. Et puis, c'est un petit peu moins visible pour l'utilisateur. Parce que le référentiel de données, aucun utilisateur n'a besoin d'un référentiel de données. Donc, l'IT se complexifie. Et puis, si on veut aller un petit peu plus loin, on se dit, en fait, plutôt que de faire des applications qui répondent à des besoins métiers, on va plutôt utiliser des services applicatifs. Ce qu'on appelait à un moment des architectures orientées services. Ce qu'on appelle maintenant plutôt API. Donc, on va mettre en place des services applicatifs qui vont non plus répondre à une multitude de besoins métiers, mais une toute petite partie des besoins métiers. Et du coup, l'IT qu'on va avoir ne va plus être un ensemble d'applications ou de logiciels qui vont répondre à tout un tas de besoins, mais vont être l'assemblage de plusieurs briques qui vont être mises bout à bout et qui vont pouvoir être décorrélées en fonction de l'évolution des besoins métiers. Et du coup, on est dans un gros changement, on est dans une complexité plus grande,
Et c'est là où on a vraiment besoin d'architectes pour avoir la vision d'ensemble et pour savoir quelles sont les briques à faire et comment les agencer les unes avec les autres. Déjà, ouais, merci beaucoup. C'est hyper clair pour moi. Et ce que je comprends, c'est que le rôle de l'architecte et de manière générale de l'enterprise architecture, c'est de permettre à l'IT et à l'entreprise de passer à l'échelle. On est sur une échelle qui est au début toute petite. On prend la métaphore hein, du sur-mesure, du costume sur-mesure. Et à un moment donné, bah, il faut le besoin, il doit être, on doit y répondre de manière beaucoup plus rapide. Et donc là, on va sur de plus en plus du prêt-à-porter. Et en fait, maintenant que tu dis ça, je peux comprendre l'impopularité, entre guillemets, parfois de l'enterprise architecture, parce que c'est un sujet, tu vois, moi j'ai l'habitude, voilà, je dis tout haut, ce que certains disent, je peux pas le dire, pense tout bas, mais il y en a beaucoup qui disent, ouais, mais les enterprise architectes, ils nous saoulent en résumé, hein, et ils nous empêchent de travailler comme on le faisait avant, etc., etc., ils mettent leur nez partout. Mais en fait, je comprends parce que on en vient à cette impopularité-là, c'est que à la base, les informaticiens, ils conçoivent ils prennent du plaisir. J'ai bien aimé que tu as parlé de cette notion de plaisir en tant qu'informaticien, parce qu'après, c'est intéressant aussi dans la formation des informaticiens, qu'est-ce qu'on doit leur dire et comment ils voient leur rôle. Mais avant, ils voyaient du plaisir à créer des applications complexes, ils étaient dans de la relation directe avec le client, etc. Et vous, aujourd'hui, vous venez leur dire, bon, bah maintenant, il y a des standards et il y a peut-être moins la place à la créativité, au sur-mesure ou à des choses qui vont sortir des sentiers battus. Il faut rester dans un cadre. Et c'est ça aussi qui peut potentiellement créer cette impopularité-là, mais vous ne le faites pas par plaisir, parce que vous êtes méchant, etc. C'est que bah, vous êtes obligé de servir la direction d'une façon différente par rapport à l'instabilité qu'on a décrit en introduction. Ouais. Deux choses quand même. Alors, Ouais. tu dis on ne fait pas par plaisir. En fait, alors si, on le fait par plaisir. Pourquoi? Quel est le plaisir, moi, je trouve, à faire ça? C'est pas du tout un plaisir sadique de dire non au métier. C'est tout simplement parce que, pour moi, c'est quelque chose qui fait grandir. C'est-à-dire dire, OK, vous avez un besoin, et si aujourd'hui je vous réponds en vous disant, OK, je vais mettre en place du sur-mesure sur votre besoin, soit c'est simple. Ouais. C'est simple et je vais être populaire. Populiste même, parfois. Voire populiste. Par contre, dire, bah non, en fait, je vais pas vous répondre ça. Non pas parce que je me moque de votre besoin, mais au contraire parce que votre besoin m'importe et que j'ai envie que votre besoin soit pérenne dans le temps et que ce qu'on va mettre en place aujourd'hui fonctionne demain, je vais faire quelque chose qui va être un peu plus compliqué. Par contre, ça va être plus compliqué, voire complexe, et du coup, je vais mettre un petit peu de temps à vous répondre. Donc ça, effectivement, ça peut être mal vu. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est très valorisant. Et du coup, moi, je prends du plaisir à faire ça parce qu'encore une fois, on fait grandir et ça fait grandir les personnes et les organisations d'une manière globale en ayant ça. Ensuite, une autre chose sur laquelle je voulais revenir, c'est quand tu dis on arrête de faire du sur-mesure. Je le précise en disant on arrête de faire du sur-mesure là où c'est pas utile. Et par contre, ce qui est important, ces fameuses briques, ces fameux services applicatifs dont je parle, il est important qu'on conserve des services applicatifs sur mesure quand il y a besoin. Quand Alors, c'est cœur métier, quand c'est différenciateur, voilà. Exactement, tu as donné le Ok. bon terme, quand c'est différenciateur. Ce que je dis au métier que j'ai en face de moi, quand il me pose la question, mais comment est-ce que je peux déterminer là où ça va être différenciant ou pas? Je lui dis, quel est le service métier qui va vous permettre d'être meilleur que vos concurrents? Je Et c'est sur comprends. celui-là qu'il faut effectivement aller tirer la valeur ajoutée. C'est sur celui-là qu'il faut faire du spécifique. D'accord. On va parler un petit peu techno parce que je vois la transition, elle est faite. C'est ça qui fait que bah, parfois on parle avec des chief EA ou avec des CTO et qui ont une approche SaaS first ou pas SaaS only, parce que là ça serait suicidaire pour le coup, mais au moins SaaS first. Ça vient de cette philosophie-là, de se dire bon ben on essaye quand même d'avoir de l'uniformité un petit peu partout, de ne pas faire du spécifique. Et par contre, sur quelques applications, applicatifs ou services qui sont différenciateurs, bah là, on a quand même de la force de frappe et des développeurs, etc. Mais l'essor du SaaS, il vient de cette philosophie-là, tu Ouais, penses? je sais pas s'il vient vraiment de là, le SaaS first. Je pense, pour être honnête, que le SaaS first, il vient surtout de la pression des éditeurs. Ok. Et je pense principalement des éditeurs cloud
qui ont poussé leur solution déjà d'hébergement, et ensuite, effectivement, de services en disant, bah, écoutez, on a déjà réfléchi à ces services-là, ils sont là. Et pour la plupart, ça fonctionne très bien. Donc, moi, le SaaS first, encore une fois, j'aime pas les mondes simples dans lesquels il y a one size fit all, quoi. C'est plutôt dire, il faut adapter les réponses aux besoins. Et donc, le SaaS peut être très utile dans certains cas. De la même façon, je décorrèle toujours le SaaS de l'hébergement. On me pose souvent la question, mais est-ce qu'il faut héberger les données à l'extérieur? Est-ce qu'il faut les héberger chez un fournisseur externe? Ou est-ce qu'il faut les héberger Chez soi, chez soi? ça dépend. Et voilà. La bonne réponse, qui est la réponse préférée des architectes, c'est ça dépend. Ça dépend du besoin, ça dépend de ce que vous voulez, ça dépend de votre stratégie. Et là, ça soulève aussi une question, un sous-jacent de l'architecte que tu as légèrement soulevé tout à l'heure, qui est qu'en fait, quand on a ce dialogue avec un métier, en fait, ce qu'il faut, c'est pas comprendre son besoin immédiat, c'est son besoin futur. Et la plupart du temps, les métiers ne se sont pas posés cette question-là. Parce qu'ils disent, moi, j'ai besoin de mon outil tout de suite, là. Et là, vous, architecte, qu'est-ce que vous venez m'embêter à me demander c'est quoi votre besoin demain? Et la plupart du temps, les métiers me disent, je sais pas. Je sais pas de quoi j'aurai besoin demain. Et là, je lui dis, très bien, c'est une réponse. Ça veut dire que vous avez besoin de quelque chose de modulaire. D'accord. Parce que vous ne savez pas à quoi ressemblera demain. Vous avez besoin de la bonne solution. C'est la solution qui s'adaptera au changement qu'il y aura demain. Ouais, donc encore moins de sur-mesure et du truc qu'on peut pas faire évoluer. Donc ça fait encore plus sens. Ah ouais. Je ne sais pas, c'est une réponse. Tout à fait. À part sur des fonctions effectivement très stables. Bien sûr. Le monde que tu citais tout à l'heure en disant j'ai un besoin qui est stable et je sais à quoi il ressemblera dans le temps. Oui, ça peut être le cas. On peut dire, et encore, je citais très souvent, pour illustrer ça, je citais très souvent les services d'authentification. Je disais un service d'authentification, c'est du standard, c'est du générique, c'est du SaaS. Il y a des acteurs qui savent faire ça très bien. Mais même cette chose qui semblait immuable, aujourd'hui, avec les changements géopolitiques, pas mal d'acteurs se posent des questions en se disant, est-ce une bonne idée de sous-traiter totalement nos services d'authentification à une entreprise extraterritoriale? J'ai pas la réponse. Ouais. J'ai juste que la question mérite d'être posée. Non, mais merci beaucoup, hein, c'est très clair, très intéressant. On a parlé un peu techno, hein, brièvement, en parlant hébergement, en parlant SaaS. On va parler maintenant humain. D'abord, je sais que toi, tu es aussi formateur MBTI, c'est ça. J'aimerais praticien MBTI, et j'aimerais bien que tu nous expliques qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui est, pourquoi tu t'es intéressé à ces sujets-là. Mais l'humain, il paraît essentiel en fait dans votre fonction, puisqu'il y a l'architecte, c'est un empêcheur de tourner en rond. La société a toujours fonctionné d'une certaine façon. Et là, on vient dire, bah, en fait, non, quel est ton besoin? Faut procéder comme si, il y a le standard. Donc, bah, j'imagine qu'il faut quand même des capacités de communication, de pédagogie qui sont très importantes. Et puis, en plus, on doit faire cohabiter des gens qui sont pas forcément dans les mêmes équipes. Donc, on doit animer, etc. Donc, est-ce qu'on peut parler un peu de l'humain et de ce que toi tu en penses et de la posture que peut potentiellement adopter l'enterprise architecte? Oui, alors c'est un sujet qui effectivement me passionne. C'est la raison pour laquelle effectivement je suis, en plus de ma activité, praticien MBTI. Quelques mots. Déjà, pour qu'une organisation fonctionne, il faut des outils. Voilà. Il faut qu'on ait des outils pour fonctionner. Ça peut être des outils informatiques. Il faut des processus. Alors, je sais que ça peut sembler des gros mots pour certains. Les processus, je résume, c'est le qui fait quoi. Il faut que les acteurs d'une entreprise sachent ce qu'on attend d'eux, tout simplement. Et donc, les processus, une certaine organisation du travail, on va dire. Ce n'est que ces deux éléments, les outils et les processus, permettent de faire fonctionner l'entreprise, mais pas de façon pérenne. Pourquoi? Parce que si on respecte des processus avec les outils et qu'on s'en tient à ça, c'est ce qu'on appelle en France la graine du zèle, ce que les Américains appellent work as the book. Travailler comme les procédures. Des études ont été faites pour montrer que n'importe quelle entreprise qui respecte ces processus à la lettre s'arrête de fonctionner en 4 jours maximum. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui met de la fluidité, ce qui permet aux entreprises de fonctionner, ce ne sont ni les processus, ni les outils. Attention, les outils, les activités et les processus sont indispensables. Mais ce n'est pas
les seules choses qui permettent de faire fonctionner. Ce qui permet de fonctionner, c'est l'humain. Et dans l'humain, donc c'est la raison pour laquelle, il y a maintenant des années, je me suis intéressé effectivement au fonctionnement humain. Et je me suis rendu compte, alors pas moi, hein, il y a plein de personnes qui avaient découvert ça avant moi, c'est que déjà, quand on est architecte, en fait, on va discuter à plein de types de personnes différentes. On va aller discuter potentiellement jusqu'aux développeurs, jusqu'aux gestionnaires d'infrastructures. Et puis, on va discuter aussi avec les DSI, avec les directeurs métiers, voire avec le PDG. Donc, on a besoin effectivement de s'adapter, d'avoir un niveau de communication qui va s'adapter. Et puis, on se rend compte aussi que les individus, et là, je ne parle plus des fonctions, les individus, on ne fonctionne pas tous de la même façon. Alors, c'est la raison pour laquelle je me suis tourné vers le MBTI. Le MBTI est un des outils comme les autres. C'est pas le seul, c'est pas l'outil idéal. Voilà. Il y en a Je fais plein pas la d'autres. pub pour le MBTI, mais voilà. Mais Pas du tout. C'est celui c'est c'est pas voilà, un outil comme. parce qu'il répond à un besoin que tu as. OK, Voilà, je tout à comprends. fait. Il y a plein d'autres outils, ProcessCom, Disk, HBDI, plein d'autres outils effectivement qui permettent de dire on a besoin de s'adapter en fait à son interlocuteur. Donc, il faut déjà réussir à voir le mode de fonctionnement de son interlocuteur et puis de s'adapter. Quel que soit mon mode de fonctionnement, je m'adapte au fonctionnement de mon interlocuteur pour parler comme lui. J'illustre ça par un exemple. Je dis toujours, l'espéranto est peut-être la meilleure langue du monde parce qu'elle est universelle. Je ne parle pas espéranto à des personnes qui ne parlent pas espéranto. À chaque fois que je dis ça, ça fait sourire. Tout le monde me dit, évidemment. Et là, je dis, réfléchissez un petit peu en tant qu'architecte. Le nombre de fois où j'ai vu des architectes ou même des simples informaticiens parler avec un métier, avec un modèle de base de données, et puis voir le métier qui fronce les sourcils parce qu'il ne comprend rien. Et là, l'informaticien qui dit, OK, vous ne comprenez pas l'UML, je vais vous expliquer ce que c'est que l'UML. Ben non, OK. ben non. Ouais. Plutôt que d'expliquer le langage, on va parler le langage de notre interlocuteur. Et c'est pour ça que les outils comportementaux sont un bon moyen, effectivement, de s'adapter. Donc, pour répondre à ta question, l'architecte, effectivement, doit avoir une technique, voilà, une technicité. Il doit connaître son métier, il doit connaître des méthodes qui vont permettre de créer des architectures adaptées, mais il doit aussi être capable de s'adapter à son interlocuteur, être capable de faire passer un message et, comme tu disais, d'être pédagogue. Ouais, c'est clé en fait dans la fonction d'ailleurs. Je sais que tu as pas mal misé, sur la formation. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Donc, peut-être juste, donner un peu de visibilité. Toi, tu rejoins RATP quand? Il y a 2 ans et demi. Tu as 2 ans et 2 ans. demi. Tu récupères une équipe, d'architecture et les premiers chantiers, c'est intéressant après 2 ans et demi, les premiers chantiers que tu te fixes, qu'est-ce que c'est? Et après, c'est intéressant de parler de, la formation, le upskilling de tes équipes, pourquoi, comment? Ouais. Alors, bien sûr, quand on arrive et qu'on doit déployer comme ça des activités d'architecture, alors, pareil, on a des méthodes qui nous permettent de nous aider, hein, TOGAF ou d'autres, qui nous permettent de savoir qu'est-ce qu'on doit faire en termes d'architecture. Et il y en a une qui, souvent, on classe dans le support, mais qui pour moi est essentielle, parce que c'est le socle, c'est la ressource. Les ressources, c'est avoir des bons acteurs et avoir des acteurs qui font correctement leur boulot. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le recrutement, ça veut dire l'onboarding, ça veut dire être capable de monter une équipe. Et une équipe, attention, c'est pas une équipe avec un certain nombre de personnes qui vont reporter à une seule personne. Ça va être un maillage. Mmh. Aujourd'hui, au sein de l'IT RATP, on a entre 80 et 90 architectes qui sont disséminés dans les différentes IT, les différentes filiales. Donc là, je ne parle pas de mon équipe en centrale, je parle bien de l'équipe globale. Donc être capable d'identifier qui sont les architectes, qu'est-ce qu'ils font, et comment est-ce que toutes ces personnes-là doivent parler ensemble. Donc, leur fournir, leur proposer un langage commun, D'accord. et puis les former. Les former, ça veut dire quoi? Former, c'est pas dire à quelqu'un: «On va vous expliquer votre boulot». C'est plutôt dire: «On va vous donner les outils qui vont vous permettre de faire votre boulot correctement et on va surtout faire en sorte que toutes les personnes là vont parler un langage commun». On va avoir ce fameux langage commun qui vont permettre d'acculturer l'architecture entreprise, les architectes qui vont être formés et aussi toutes les personnes avec qui on va être en interaction. Ce que je dis aux architectes qui sont formés, quand je les fais passer devant les jurys, je leur dis: «Vous êtes formés, vous avez une certification qui vous certifie que Mmh. vous êtes compétent pour faire de l'architecture. Ce qu'on attend de vous, c'est que maintenant vous alliez porter cette parole-là
aux personnes avec qui vous êtes en contact. Je comprends, extrêmement clair. L'interview va toucher à sa fin. Il y a encore quelques questions que j'aimerais te poser. On a parlé de recrutement. Est-ce que tu peux nous dire, là, si tu te mets d'un point de vue DSI, toi, et tu dois recruter un Chief Enterprise Architect. Quand on est DSI, parce que j'en côtoie beaucoup, ils nous disent, voilà, moi, je dois staffer un Chief Enterprise Architect, etc. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qu'on doit aller chercher comme qualité principale chez un pardon, Chief EA? Pour toi, qu'est-ce qui fait un bon Chief EA? Je vais revenir au début de l'interview, l'adaptabilité. Ok. L'architecte est quelqu'un qui promeut l'adaptabilité, et c'est sa fonction principale de mon point de vue. Donc, pour promouvoir l'adaptabilité, il faut soi-même être adaptable. Donc, le conseil que je donnerais, c'est, encore une fois, c'est prenez quelqu'un qui va être capable de s'adapter. Pourquoi? Parce que, quel que soit le temps qu'on peut passer en recrutement, on n'est jamais sûr que la personne qu'on va recruter a correctement compris ce qu'on attend d'elle, et on n'est pas sûr que ça va correctement matcher avec ce qu'on va lui donner comme mission. Donc, encore une fois, ce qui fonctionnera, c'est d'avoir la personne qui va être capable de s'adapter. Et ça, en plus de ça, ce que je dis, être capable de voir si la personne est capable de s'adapter à l'environnement, ça fonctionne si l'environnement est stable. Mais comme, je le dis, ma conviction est que l'environnement n'est pas stable, ben le bon candidat, c'est pas celui qui va jointer aujourd'hui, c'est celui qui jointera demain. Parce qu'un recrutement, ça coûte du temps, ça coûte de l'argent, c'est un risque pour les deux parties. Donc, effectivement, pour que ce soit un recrutement efficace, il faut que ce soit un recrutement qui soit stable dans le temps, qui permette effectivement que la personne, non pas soit là demain, soit là après-demain et soit là à long terme. Très clair. Et je te pose une question, j'ai une petite idée derrière la tête, mais je te la pose quand même. Demain, en termes de recrutement, tu as le choix entre deux architectes, deux profils. Un profil hyper compétent techniquement. Il a les 5 étoiles du système d'information. Il peut parler sur la data Snowflake, il peut parler Databricks, etc. Et puis un autre profil mais par contre en communication, etc. C'est peut-être pas le meilleur. Il a des fortes convictions aussi et il sait. Mais il a souvent raison. Et puis un profil où là il y a peut-être moins la compétence technique. Mais voilà, c'est quelqu'un qui sait bien naviguer, qui a un très bon relationnel, etc. et qui a une bonne appétence business. Et t'as le droit qu'à A. Et tu peux pas faire la fusion des deux. Ouais. Mais idéalement, ça serait vers quel profil que tu te tournerais? Alors, je vais pas choisir l'un ou l'autre, je vais donner une troisième. Ok, troisième voie. Un troisième candidat idéal. Et en fait, je dis souvent, les compétences, ça s'acquiert, la motivation, non. Donc, moi, mon critère principal, c'est la motivation. Et quand je dis motivation, c'est pas juste, tiens, j'ai envie de ce job-là. C'est j'ai envie, j'ai compris et je suis prêt à m'adapter. C'est-à-dire que, oui, j'ai besoin de quelqu'un qui est capable de communiquer, mais pas qui est capable de communiquer là tout de suite. Ça m'est arrivé de voir des personnes qui, en recrutement, on sent, ils ont l'appétence, ils ont l'envie, mais ils n'ont pas la technique, ils n'ont pas la méthode. On dit souvent la communication, c'est inné. Bah non, ça s'apprend. Tous nos hommes politiques ont appris à communiquer. C'est intéressant, c'est qu'on n'est pas condamné à être un mauvais communicant. Absolument pas. Absolument Ok. pas. Il y a des techniques de communication et plus que de communication, j'aime bien parler de posture. Ok. C'est une posture. Donc la personne qui va me dire, le candidat qui va me dire, moi en technique, je ne connais pas grand-chose. Je ne connais pas grand-chose d'ailleurs en architecture. Par contre, j'ai envie. Et de deux, je suis prêt à changer. Je suis prêt à acquérir ce qu'il me faut en termes de, y compris et surtout en termes de posture. C'est celui-là qui aura ma préférence. Sans hésitation. C'est intéressant. Tu condamnes ni l'un ni l'autre. Non. Tu te dis, ouais, dans tous les cas, ils doivent évoluer. Et c'est aussi mon rôle en tant que boss et manager de les faire évoluer. Ouais, et une dernière chose qui est importante, c'est là, tu m'as posé la question individuellement, un profil. Ce n'est qu'en fait, aujourd'hui, on ne travaille pas avec une personne, on travaille avec une équipe. Et en fait, ce qui est important dans une équipe, et encore une fois, je reviens sur le MBTI, et c'est ce que j'aime dans le MBTI, c'est que le MBTI, en fait, promeut la complémentarité. Et en fait, j'aime bien dire, ce qui fonctionne bien dans une équipe, c'est pas d'avoir plein de personnes qui se ressemblent. Pareil, ouais, les mêmes. Ce qui fonctionne, c'est d'avoir des profils complémentaires. Donc, même le profil que tu décrivais tout à l'heure en disant l'ultra spécialiste, qui
est sûr de son coup et qui a des certitudes, mais qui n'est pas bon communicant, il a son utilité dans une organisation. Donc, je ne le condamnerai pas. Ok, je comprends. Mais je ne prendrai pas que des personnes comme ça. Je comprends. C'est hyper inspirant en termes de management, de leadership. Et tu parles aussi de formation et de développement. Tu as des inspirations que tu pourrais nous conseiller toi-même sur ces enjeux-là? Est-ce que tu t'es formé? Est-ce que tu as des modèles, etc., des choses que tu pourrais nous partager? Alors, encore une fois, je reviens sur tous les outils comportementaux. Ok, Je dis que je suis praticien MBTI, mais c'est pas le seul, c'est pas le seul que j'ai eu. Mais toutes les formations comportementales, effectivement, sont certainement celles qui m'ont apporté le plus sur le long terme. Euh, en tant qu'architecte d'entreprise, je dis souvent TOGAF est un indispensable, c'est un ok, passage obligé. Les étudiants qui aujourd'hui me disent est-ce que je dois être formé à TOGAF ou pas? Je leur dis bah, c'est comme si vous me disiez tiens, j'ai envie de postuler dans une entreprise de transport, mais j'ai pas le permis. ok. Oui, vous C'est savez peut-être vrai. conduire sans le permis, mais voilà, si vous avez le permis, au moins je suis sûr que vous savez conduire. Donc, bon, TOGAF est indispensable, mais c'est pas ça qui va permettre, encore une fois, d'avoir un architecte qui va être C'est pas ça le Non, différenciateur c'est pour pas ça. revenir Tout à à fait. ce qu'on disait tout à C'est l'heure. pas ça le différenciateur. Le différenciateur, ça va être la curiosité et l'adaptabilité. Donc, j'ai conscience de ne pas répondre à ta question directement parce que j'ai pas Ouais, la baguette magique. ok. Je sais pas dire voilà la formation qui va répondre à votre besoin, voilà la formation qui vous permettra de. Parce qu'il y en a tout un ensemble. Et si je regarde moi, il y a pas mal de formations que j'ai suivies qui m'ont permis effectivement d'avoir cette ouverture d'esprit et encore une fois comprendre que le changement, c'était effectivement quelque chose qui était intrinsèque, qu'il fallait pas vivre ça comme une contrainte, il fallait vivre ça comme une opportunité. Très bien. J'ai une dernière question, je la pose à tout le monde, hein, c'est pas qu'à toi. Tu nous connais maintenant un petit peu, enfin tu nous connais, on s'est rencontrés à un événement Mmh. que vous aviez animé récemment. Qu'est-ce que tu penses de HubAdvisor? Si j'ai bien compris l'ADN de la société, HubAdvisor, c'est, la la mise en relation, en fait, d'experts sur des sujets divers et variés. Et ça, si, j'ai réussi à le transcrire dans ce petit entretien, c'est ce qui, pour moi, fait le cœur de l'efficacité. Ce qui fait fonctionner aujourd'hui une structure, c'est être capable d'aller chercher les bons acteurs au bon moment pour répondre aux bonnes questions. Et là, HubAdvisor, effectivement, a à la fois comment ça s'appelle? Ce panel Mmh. de sachants, et cette structure qui est capable de répondre. Et autre chose que j'ai découvert sur HubAdvisor, c'est effectivement l'écoute client. Plutôt que d'arriver en disant: «Tiens, j'ai une solution qui répond totalement à votre besoin», c'est de dire: «Bah, dites-moi de quoi vous avez besoin et je verrai ce qui va pouvoir répondre dans tout ce que j'ai comme relation». Merci beaucoup hein, pour ce témoignage. Et en plus, j'ai le sentiment que, en résumé, vous avez la même mission, vous, à l'Enterprise Architecture. C'est à un moment donné avoir cette cartographie des compétences, des sachants en interne et dire bah, sur tel projet, bah, je vais plutôt positionner Didier et Bruno parce qu'ils sont bons. Sur l'autre projet, ça va être Sophie et Karima, peu importe. Et c'est ça l'idée en fait. Tout à fait. Et c'est ça votre rôle. Oui. Laurent, je te remercie bah, 1000 fois pour ton temps. Merci pour ces insights précieux. Merci Tu à as eu toi. la capacité d'expliquer simplement avec pédagogie, de vulgariser des choses qui ne sont pas forcément évidentes. C'est pas donné à tout le monde. Et bah, on est vraiment, encore une fois, très reconnaissant et on a été ravis de t'accueillir aujourd'hui. Un grand merci pour cette opportunité que tu m'as donnée. À très bientôt. À bientôt.